qui a été l'objet de plusieurs controverses, qui a été l'objet de plusieurs études entre donner le traitement, ne pas donner, prendre en charge, ne pas prendre en charge. Merci. Donc, cette ménopause, on va la voir aujourd'hui, on va principalement un peu s'attarder sur son traitement et sa prise en charge. Par définition, la ménopause, c'est un phénomène physiologique, naturel, qui va survenir chez la femme après fin de sa vie d'activité génitale. Et donc, la ménopause va signer premièrement l'épuisement du capital folliculaire et surtout l'arrêt des sécrétions hormonales. Cette ménopause est généralement précédée par une période où commence déjà la déperdition des follicules. En fait, la perte des follicules commence bien avant, elle commence dès la vie intra-utérine, puisque chez l'embryon de sexe féminin, déjà en intra-utérin, on va avoir un nombre de spermatozoïdes, un nombre de follicules, environ 7 millions, et que la perte de ces follicules va commencer en intra-utérin, puisque la petite fille va naître avec 2 millions, ensuite ces follicules vont rester à l'état quiescent jusqu'à la puberté, et à la puberté, elle va puiser à chaque cycle de sa réserve, prendre une cohorte. Parmi ces follicules, 1 ou 2 vont arriver jusqu'au follicule dominant, alors que les autres vont s'attrésier. Ce qui fait que durant la période d'activité génitale, on va à peu près ovuler 400 fois. Et donc, ce qui fait que 99% de nos follicules vont partir comme ça. Ok, cette période de ménopause, elle est en réalité préprogrammée, c'est-à-dire qu'elle dépend de la génétique. Okay? C'est pour ça qu'on demande à la femme, pour savoir si elle est ménopausée ou non, on demande l'âge de la ménopause chez la mère, chez les sœurs, mais aussi elle reste sous influence environnementale, puisqu'il va y avoir certains agents qui vont faire que cette déperdition va s'accélérer. Par exemple, le tabac, la chimiothérapie, la radiothérapie ou autre. Alors, l'âge de la ménopause dans le monde est à peu près moyennement de 50 ans. Chez nous, c'est 52 à 53 ans, donc un peu plus. La ménopause, avant de survenir réellement, elle va être précédée par une période aussi critique, une période d'hyperostrogénie, une période dite pré-ménopause, dans laquelle la femme va déjà observer des changements dans son cycle menstruel, elle va des fois saigner abondamment, elle va peu faire des aménorrhées, elle va ressentir des signes d'hyperostrogénie relative, à savoir généralement la mastodynie, jusqu'à ce que survienne l'arrêt des règles. Et c'est au bout d'un arrêt de 12 mois qu'on peut parler de ménopause. À partir de là, c'est la ménopause, la post-ménopause. Donc, pour dire qu'il y a ménopause, il faut aménorer de 12 mois. Qu'on va aller infirmer ou confirmer par un test progestatif. Donc, on doit donner un progestatif pendant au moins 3 cycles consécutifs, 10 jours par cycle, et on voit. Si le test revient positif, ça veut dire que la femme va saigner, ça veut dire qu'on est en période de périménopause, et s'il revient négatif, ça veut dire que la femme ne saigne pas. Là, on est dans la ménopause confirmée. Est-ce qu'on a besoin de bilan pour dire que la femme ménopausée? Oui, non. Chez la femme qui a une ménopause précoce, c'est-à-dire avant 45 ans, oui, il faut confirmer sa ménopause par un test des bilans. La FSH qui va avoir tendance chez la femme ménopausée à augmenter puisque l'hypophyse va continuer à stimuler l'ovaire et à stimuler les follicules qu'elle pense être là, alors que les follicules n'existent plus. C'est pour ça qu'on va avoir un taux de stradiol qui est bas. Par contre, chez la femme ménopausée, le taux de FSH et de stradiol reste assez fluctuant avec une valeur prédictive positive qui est médiocre. Donc, ce n'est pas vraiment un test qui va poser le diagnostic de la ménopause. Alors, ménopause, ça veut dire épuisement du stock folliculaire, oui. Et ça veut dire à côté arrêt des sécrétions hormonales. Arrêt des sécrétions et principalement arrêt de sécrétion de l'œstrogène. Alors que l'œstrogène chez la femme a un rôle très très important. Il a des récepteurs partout sur le corps, il va agir sur le cerveau avec son rôle neuroprotecteur, il va agir sur les vaisseaux puisqu'il va provoquer une vasodilatation et une réaction anti-inflammatoire. Il est cardioprotecteur, il protège le cœur, c'est pour ça le risque cardiovasculaire chez la femme avant la ménopause est beaucoup moindre par rapport à l'homme. On se rattrape à la ménopause et elle le dépasse rapidement après parce qu'elle n'aura plus la protection des œstrogènes. Cet œstrogène va aussi agir sur, bien sûr, l'os, puisqu'il va préserver la charpente squelettique de la femme, et il va agir sur l'utérus et le sein. Donc vous imaginez qu'une carence en cet œstrogène va retentir sur l'ensemble de l'organisme féminin.
avec l'apparition de beaucoup de symptômes, les troubles climatériques, avec l'apparition de dépression, d'irritabilité, une anomalie des phanaires, la prévention contre le cancer du côlon qui va s'arrêter, avec une ostéoporose, donc beaucoup de symptômes et un retentissement très important. D'autant plus que, donc on voit qu'il y a une réelle vulnérabilité de la femme à la ménopause. D'autant plus que c'est à cette période, à cet âge, que la plupart de nos femmes vont avoir tendance à faire le syndrome métabolique. C'est-à-dire qu'à partir de l'étude Taïna, c'est une étude algérienne, on a vu que chez 8 femmes sur 10, de plus de 65 ans, il va y avoir à cet âge une augmentation de la tension artérielle. On a vu que 57% des femmes entre 50 et 59 ans vont faire une obésité et que ce syndrome métabolique va bien sûr s'accompagner d'un diabète, d'une baisse des HDL et d'une élévation des triglycérides. Donc on voit que réellement, la femme va constituer une femme à risque de faire beaucoup de problèmes dans le syndrome métabolique, les complications cardiovasculaires, avec en plus la levée de la protection assurée jusque-là par les œstrogènes. Alors, que va ressentir notre femme? Au début, dès la ménopause, on va avoir les troubles généralement climatériques. On va avoir beaucoup de sudation, des bouffées de chaleur, d'irritabilité, de manque de sommeil. Tout ça, ça constitue un réel inconfort, une gêne dans la vie de la femme. Mais vite, on bascule de l'inconfort au vrai problème de santé publique. Puisque comme vous voyez, au début, à 50 ans, c'est bouffées de chaleur, troubles de l'humeur, atrophie vaginale. Mais après, à 70 ans, on va aller dans les fractures dues à l'ostéoporose, la maladie d'Alzheimer, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc un réel problème de santé publique qui engage la morbidité, non seulement la mortalité, mais aussi la mortalité et morbidité de la femme. Donc c'est pour tout cela qu'il faut traiter la femme en période de ménopause et substituer cette carence en œstrogène. Et on voit ici que le traitement apporte beaucoup de confort, le traitement apporte beaucoup de solutions, puisque si on compare entre ce qui est bleu avant le traitement hormonal et ce qui est jaune après, vous voyez que la plupart des symptômes vont s'atténuer et vont régresser sous traitement hormonal. Donc oui, il faut traiter la femme après sa ménopause. Alors, le traitement hormonal de la ménopause remonte à très longtemps, dès la découverte des œstrogènes, mais surtout c'était dans les années 80, on a commencé à substituer la ménopause. Il y a eu plusieurs études, il y a eu la WHI, il y a eu des études après, jusqu'à 2012-2013, on continue toujours et on continue jusqu'à maintenant à étudier la ménopause. C'est pour ça qu'on avait dit qu'elle reste un réel sujet de dispute et de controverse scientifique. Alors, traiter la ménopause, substituer, oui. Le principe, c'est quoi? Les troubles de la ménopause sont dus à une carence en œstrogène. Donc, le principe est de substituer cette carence et donner des œstrogènes. On est chez une femme ayant son utérus en place. On doit protéger son endomètre et donc on donne de la progestérone. On est chez une femme hystérectomisée, on n'a pas besoin de progestérone et ne donne que des œstrogènes. Alors, les œstrogènes et progestérone qu'on va donner. Les œstrogènes, il existe des œstrogènes équins. C'est des œstrogènes conjugués qui sont généralement utilisés en Amérique. Alors que les pays francophones et les pays européens ont tendance à utiliser le 17-bêta-estradiol par voie orale, cutanée, vaginale, nasale. Ensuite, pour les progestatifs, il y a la progestérone micronisée naturelle, celle qu'on utilise pour les femmes enceintes. Et il y a les progestatifs de synthèse. Dérivés de la progestérone, comme les prégnanes ou les norprégnanes. Prégnanes, généralement, c'est le dihydrogestérone, l'acétate de chlormadinone, l'acétate de cyprotérone, le médroxyprogestérone qui a été étudié et utilisé dans l'étude WHI qu'on va voir après, et les progestatifs de synthèse dérivés de la testostérone, première, deuxième, troisième et actuellement quatrième génération qu'on utilise dans les pilules. Donc ça, c'est grosso modo l'ensemble des produits qu'on peut utiliser. Bien sûr, il faut traiter la ménopause, mais il ne faut pas oublier qu'il y a chez certaines femmes des contre-indications absolues aux œstrogènes. Et là, on ne va pas s'aventurer lorsque la femme va présenter des accidents thromboemboliques artériels ou veineux en évolution, lorsqu'elle a un antécédent ou un cancer du sein ou de l'endomètre, lorsqu'elle a une hémorragie dont l'origine n'est pas diagnostiquée ou une atteinte hépatique. Alors, pour le traitement de la ménopause, des études qui ont été faites nous ont permis de dire avec certitude que le traitement de la ménopause, la substitution en œstrogène, va améliorer et va être efficace sur les troubles climatériques. Aussi, avec certitude, le traitement par des œstrogènes va éviter et prévenir l'ostéoporose et va maintenir la charpente osseuse. Toutes les études qui ont été faites jusque-là ont conclu à ce que traiter la ménopause peut éviter l'apparition de nouveaux cas de diabète. Tant mieux.
Aussi, on pensait au début que le traitement par les œstrogènes était préventif des coronaropathies et préventif du vieillissement et des démences. C'est pour cela qu'on est parti faire des études pour prouver son efficacité dans ce sens. L'étude la plus importante, la plus grande étude, c'est une étude américaine, la WHI, faite en 2002, dans laquelle on a pris 10 000 femmes âgées de 50 à 79 ans et on a donné des œstrogènes seuls ou avec progestérone en fonction de la femme si elle était hystérectomisée ou non, versus un bras chez lequel on n'a rien donné placebo. La surveillance était prévue pour 8 ans. Mais l'étude a dû rapidement arrêter son analyse et arrêter son étude. L'équipe a dû arrêter son étude rapidement parce qu'on a abouti à des résultats tout à fait contradictoires. On s'attendait à une prévention de la coronaropathie, on s'attendait à une prévention du vieillissement et des AVC, et on a abouti à quoi? Un risque thromboembolique veineux plus important, un risque cardio-ischémique artériel plus important, cérébrovasculaire plus important, avec un risque de cancer du sein plus important. Et là, ça a fait le séisme dans le monde de la prescription du traitement hormonal. Tout le monde s'est arrêté vers les années 2003-2004 de prescrire le traitement hormonal de la ménopause. Ensuite, on a dit qu'il doit y avoir un problème. Il devait y avoir un problème dans cette étude parce qu'il y a eu certaines études où on a prouvé ce rôle préventif. Et c'est à partir de là que les équipes de par le monde ont commencé à s'intéresser au traitement hormonal. Il y a eu une grande étude française, la E3N, une étude anglaise, la One Million Study, et plein d'autres équipes qui ont travaillé sur le traitement de la ménopause. Dans l'étude de la WHI, la même équipe a revu ses résultats et a refait son étude pour publier ses dernières avancées en 2012. Alors, on est parti critiquer l'étude WHI. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'étude WHI? Premièrement, l'âge des patientes. On a vu que les patientes incluses étaient entre 50 et 79 ans, alors que la femme âgée de 50 ans n'a rien à voir avec celle de 79 ans, ni en matière de terrain, de risque, d'IMC, de syndrome métabolique. On ne peut pas les mettre dans le même panier. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a vu que dans l'étude WHI, il y a eu des patientes traitées à 50 ans, c'est-à-dire dès la ménopause, alors qu'il y a eu des patientes traitées à 70 ans, donc 20 ans après sa ménopause. Et là aussi, on a dit qu'on ne pouvait pas les mettre dans le même sac et parler des mêmes résultats. On s'est dit peut-être que le problème, en fait, c'est dans les produits utilisés par les Américains, que les nôtres sont différents, en disant les nôtres, c'est les Français. Ou bien carrément, il y a un problème dans la voie d'administration. Et justement, à partir de là, les études ont commencé. Il y a eu l'étude d'Esther qui s'est intéressée principalement au risque thromboembolique veineux et artériel. Alors, elle a conclu à quoi? On a donné 17 bêta-oestradiol cette fois-ci, et pas de l'œstrogène écart, et on a vu. L'administration d'œstradiol seul va augmenter le risque de maladie thromboembolique. L'administration d'œstradiol avec les progestatifs de synthèse va l'augmenter encore plus, d'autant plus que l'âge est plus important. Donc, il y a un surrisque avec les œstrogènes plus progestatifs de synthèse. Par contre, l'administration des œstrogènes par voie transdermique n'élève pas le risque et il n'y a pas de surrisque. Donc, on s'est dit que le problème, c'est dans la voie d'administration et le progestatif de synthèse. L'explication, c'est que tout simplement, en donnant les œstrogènes par voie orale, il va y avoir le premier passage hépatique, l'action procoagulante des œstrogènes, ce qui va justement augmenter le risque de maladie thromboembolique. Donc, on veut éviter le traitement, les complications thromboemboliques, il faut éviter la voie orale. Deuxièmement, le risque artériel cardio-ischémique, on a vu aussi que toutes les équipes ont conclu à ce que l'œstradiol par voie orale plus les progestatifs de synthèse vont aboutir à un surrisque d'accident coronarien. Et que même les progestatifs qui ont été utilisés par l'étude WHI, à eux seuls, peuvent augmenter ce risque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des œstradiols et on a remarqué dans l'étude que les femmes qui ont reçu le traitement dès la ménopause n'avaient pas un risque plus important de coronaropathie que celles qui ont été traitées après. Donc, c'est quoi l'explication? L'explication, c'est que les œstrogènes, on avait dit qu'ils avaient une action vasodilatatrice et une action anti-adhérente. Donc, les œstrogènes empêchent les plaques d'athérome de se constituer. Donc oui, si on donne des œstrogènes à des femmes qui n'ont pas de plaques d'athérome, des femmes qui n'ont pas un surrisque de pathologie cardiaque, ça va prévenir. Mais si c'est survenu, si inscrit bien après l'installation de la ménopause, la femme a eu le temps de faire sa plaque d'athérome. Et donner des œstrogènes va déplacer cette plaque et donc provoquer l'accident coronarien.
Donc, vous voulez éviter l'accident coronarien, donnez le traitement hormonal dès l'installation de la ménopause. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'intervention. Ensuite, même chose pour les AVC, on a vu que les œstrogènes par voie orale augmentaient le risque. Par contre, par voie transdermique, il n'y a plus de risque. Et si on le donne par patch, plus on diminue la dose, plus le risque est moindre. Si on ajoute par contre les progestatifs de synthèse, le risque va augmenter de 30%. Donc vous ne voulez pas avoir d'AVC, il faut donner des THM avec des œstrogènes transdermiques, à petite dose, sans progestatifs de synthèse. Grosso modo, ça c'est en 2012, les études ont conclu à ce que, effectivement, les œstrogènes donnés dans le traitement hormonal de la ménopause peuvent être protecteurs. Ils vont éviter des événements cardiovasculaires de façon très très significative, le P est inférieur à 0,05, et ils vont éviter la mortalité par problème justement coronarien, quand on les administre dès la ménopause et par voie autre qu'orale. Donc on a terminé avec le risque de maladies cardiovasculaires. Maintenant pour les THM et cancers du sein. Toutes les études ont conclu à ce qu'il y a effectivement un surrisque de cancer du sein si on donne des œstrogènes et de la progestative de synthèse. Par contre, ce surrisque, il est éliminé lorsqu'on donne des œstrogènes seuls et si on donne des œstrogènes avec de la progestérone naturelle. Donc le problème, c'est les progestatifs de synthèse. Donc vous voulez réduire le risque des cancers du sein, l'éliminer même, il faut donner un œstrogène transdermique cutané et de la progestérone naturelle. Pour conclure avec les THM, la prescription, on peut dire que, 1. Si on veut éviter la pathologie vasculaire, thromboembolique cardiaque, il faut donner le traitement de la ménopause dès ménopause confirmée. Ne pas attendre à ce que les plaques d'athérome se constituent. Il faut bien sûr sélectionner notre malade, c'est-à-dire éviter les femmes à risque de pathologie cardiovasculaire avec le syndrome métabolique. Et il faut, ce n'est pas un traitement à vie, ce n'est pas un traitement définitif, il faut le réévaluer à chaque période et voir le bénéfice-risque. Et enfin, pour la prescription, il faut donner du 17-bêta-œstradiol par voie transdermique, par patch ou en application, avec une progestérone naturelle. Alors, ceci dit, avant de prescrire un traitement hormonal, il faut bien évaluer notre femme. Il faut faire un examen clinique, un interrogatoire, rechercher les facteurs de risque, de pathologie du sein, de pathologie cardiovasculaire, faire un examen clinique minutieux, faire nos examens de dépistage, mammographie et frottis, et faire un bilan lipidique à la recherche, un bilan métabolique à la recherche de syndrome métabolique. À partir de là, on peut traiter, oui. Traiter pendant combien de temps? Les études ont prouvé à ce que le risque osseux, le bénéfice osseux, il est de 7 ans à peu près. Alors qu'au-delà de 5 ans, il y a un risque de cancer du sein de manière générale. Donc si on veut traiter, il faut traiter par une dose minimale efficace pour une période minimale efficace. Après cette période, il faut réévaluer la femme, la revoir et voir si on a toujours le bénéfice de la prescription. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une réelle collaboration entre le médecin et sa patiente. On a prescrit. Il faut toujours continuer la surveillance clinique tous les 3 mois, ensuite pendant une année, ensuite 6 mois, voire chaque année. On doit continuer les frottis chaque 3 ans, on doit continuer les mammographies chaque 2 ans, réévaluer le statut métabolique de la femme en demandant des analyses et bien sûr, s'il y a un facteur de risque d'ostéoporose, revoir cette patiente pour voir ce qu'on peut donner après. Maintenant, malheureusement, on a vu que la plupart de nos femmes vont faire un syndrome métabolique, donc vont devenir des femmes à risque de pathologie cardiaque et autres. Ça veut dire que quand même, chez une tranche importante de nos femmes, il va y avoir une contre-indication au THM. On n'a pas le droit de laisser ces femmes, on est obligé de leur assurer au minimum un meilleur confort de vie, c'est-à-dire au minimum agir sur les bouffées de chaleur. Là, on doit commencer par les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire en matière d'alimentation, éviter ce qui est épicé, le tabac, le café, retrouver et dépister d'autres pathologies qui peuvent être à l'origine de ces bouffées de chaleur, comme l'hyperthyroïdie, l'HTA. Et enfin, traiter avec autre chose, avec l'Abufène par exemple, un comprimé 2 fois jour avec du catapréssant, qui assure une efficacité de 40 à 50%. Attention, il y a les physoja, c'est traitements à base de phytothérapie, où il y a du soja qui a l'action des œstrogènes, oui, mais qui n'a pas une efficacité prouvée sur les bouffées de chaleur et qui a toujours les mêmes contre-indications des œstrogènes pris par voie orale. Ensuite,
L'ostéoporose constitue aussi un réel problème, surtout si on est chez des femmes ménopausées précocement. Donc il faut penser à leur prescrire du calcium un sachet jour, de la vitamine D, demander à la femme de faire des exercices physiques, parce que le vrai traitement de la ménopause, c'est ça, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, il faut savoir que des études d'ESCAS en 2010 ont conclu à ce que l'activité physique va augmenter l'espérance de vie. Et elle va augmenter la qualité de vie en augmentant nos capacités cognitives, c'est-à-dire qu'on reste en pleine santé physique et morale en faisant l'exercice physique. Par contre, l'obésité va augmenter le risque de cancer du sein, augmenter le risque du cancer de l'utérus et augmenter la mortalité de façon générale. Donc pour conclure et pour terminer, je dirais que le vrai traitement, avant d'aller traiter la femme par des hormones qui peuvent dans certains cas être néfastes, il faudrait passer par une hygiène de vie, il faudrait passer par une alimentation saine et il faudrait bouger. Bouger, c'est la vie, parce que bouger, ça prévient le cancer du côlon, 17% des cas, ça prévient du cancer du sein, 20% des cas, et du cancer de l'endomètre. Et je terminerai sur ce message en vous remerciant. Je souhaiterais remercier